Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et ici vous ne voyez pas à la hauteur de la pile à lire que je me suis faite pour l'été. Parce que oui, nous sommes encore en été, j'espère que quand je vous posterai cette vidéo on ne sera pas en automne. Mais parce que voilà, j'ai pas mal de vidéos à vous sortir, mais voilà, je me dis qu'ici, bon, on est même pas encore début août, hein, on est le 30 juillet quand je tourne cette vidéo. Et voilà, je me suis dit, je vais me concocter une nouvelle pile à lire de l'été, mais elle est assez ambitieuse. J'avoue que, voilà, j'ai été assez ambitieuse. Je sais pas si jusqu'au 21 septembre, le 20 septembre, j'aurai le temps de tout lire pour cette pile à lire de l'été. Bon, après, je me suis mis quand même vachement des poches. Hein, j'ai été maline, je crois qu'à part trois gros livres, le reste c'est des petits poches, donc il y a moyen d'eux. Mais voilà, je vais vous la présenter en sachant qu'il y a déjà un livre que j'ai lu et un autre que je viens de commencer. Donc voilà, ouais, je triche un peu. C'est une pile à lire qui est assez éclectique. Alors je vous la montre 2 secondes, hein, mais je vous montrerai plus en détail les livres. Voilà, salut, voici ma pile à lire. Donc, ma palle de l'été. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Voilà, je continue parce que, effectivement, ça m'a bien plu de me faire des piles à lire. Euh, voilà, les 2 dernières fois, ça m'a bien plu. J'ai été à chaque fois jusqu'au bout, sans m'imposer un rythme particulier. C'est-à-dire que, bon, ici, je me dis que c'est jusqu'au 21 septembre, mais si ça va plus loin, ça va plus loin. Et comme vous me connaissez, ça se peut que, entre-temps, ben, j'insère d'autres livres, voilà, à lire, que j'aurais envie de lire à ce moment-là. Donc voilà, elle sera peut-être pas telle quelle comme je viens de vous la montrer avec tous les livres exactement. Ceux-là, oui, je compte les lire, mais je veux dire, il y en a d'autres qui vont peut-être venir se rajouter, et donc voilà. Et donc effectivement, vous allez bénéficier du coup d'un point lecture parce que j'ai lu le premier livre de ma pile à lire, qui est un poche, qui est L'héritage d'Anna de Jostein Gaarder aux éditions Point, qui est un roman norvégien, donc traduit en français, euh, qui était très très intéressant. Est-ce que je vous fais... Bah, je vous ferai le résumé tout à l'heure. Mon point lecture tout à l'heure, ça va être assez rapide de toute façon. Donc voilà, si vous voulez directement passer au point lecture et ne pas regarder cette pile à lire, c'est vous qui voyez. Mais donc on se retrouve en fin de vidéo du coup. Mais voilà, c'est un petit livre. Pour le coup, en fait, il me faisait vraiment de l'œil. À chaque fois, je le voyais dans ma bibliothèque, L'héritage d'Anna. Et je sais que ça parlait de 2 époques différentes. Et c'est ça qui m'a donné envie, évidemment, d'acheter ce livre. Hein, sinon, je ne l'aurais pas acheté. Euh, et donc ici, donc pour l'héritage d'Anna, je vous lis quand même la 4e de couverture de chaque livre. Comme ça, vous avez quand même une petite idée de ce que je vais lire. Et ça peut peut-être vous donner des envies lecture. Anna, jeune Norvégienne d'aujourd'hui, est préoccupée par la préservation de la nature. À travers d'étranges rêves très réalistes, elle peut communiquer avec son arrière-petite-fille. Cette dernière, vivant presque un siècle plus tard, l'alerte sur l'état dramatique de la planète. Anna veut alors trouver le moyen d'influencer le présent pour garantir à ses descendants un avenir meilleur et plus vert. Et je vous avoue que ce n'est pas la lecture du siècle, mais c'est tellement, tellement réaliste que voilà. Mais point lecture à la fin, donc déjà un livre de lu dans cette pile, c'est plutôt sympa. Alors, on continue ensuite avec la lecture en cours, mais vraiment, je viens de le commencer, hein, avec quelques pages. C'est le second tome de Shikanoko, La princesse de l'automne de Liane Hearn aux éditions Gallimard, si je ne dis pas de bêtises, oui. La beauté, franchement. En fait, j'avais le tome 1 et le tome 3, et il m'a fallu très longtemps avant de me procurer le tome 2. Du coup, là, je retourne dedans. Ça va, mais heureusement que l'auteur a eu la bonne idée de faire précédemment dans L'Enfant du cerf Shikanoko, livre 1. Ce qui m'a permis
voilà, de revenir sur certaines choses, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnages. Les noms, ben on est au Japon médiéval fantastique, donc les noms c'est Akihime, Shikanoko, Kiyoyori, Ina, Matsutani, Haru, Kuzu, voilà. Mais voilà, c'est une quadrilogie qui me tente vraiment beaucoup. Donc là, j'ai le troisième tome et voilà, je me procurerai le quatrième tome bientôt. Mais voilà, je sais que c'est un univers qui me plaît beaucoup. Donc voilà, autant ça faisait longtemps que j'avais pas lu de contemporain, mais j'en ai quelques-uns quand même dans ma bibliothèque. Donc je sais que voilà, il faut que je me les lise une fois de temps en temps, même si vous savez que mon genre préféré c'est le fantastique, la fantasy, la science-fiction, bref, la SFFF. Donc voilà, je suis dedans et j'espère que ça va bien donner. Mais si vous avez envie si vous aimez en tout cas tout ce qui est fantasy qui se trouve dans un Japon médiéval, vous allez kiffer. Alors ensuite, les amis, je me suis mis du coup un petit poche parce que bon, Shikanoko quand même, mine de rien, ça fait pas tant de pages que ça. Ça fait 350 pages, donc c'est même pas un bébé en fait, et c'est écrit très aéré, donc ouais, non, c'est même pas un bébé, mais quand bien même, je me dis, je vais me mettre un petit poche sympa, mais on est aussi dans de la fantasy, puisque ici, on se retrouve avec Tia. J'ai oublié de retirer prix imaginal, mais c'est pas grave. Tia de Estelle Fay, La Voix des Oracles. Donc voilà, c'est un livre qui traîne depuis un petit temps dans ma bibliothèque. On est aussi sur du 350 pages. Je vous lis du coup un petit peu le résumé. Ici, vous lire le résumé du Shikanoko, ça va être un peu compliqué, mais bon, voilà. Alors, pour celui-ci, donc c'est aux éditions Folio SF. Tia est la fille de Gnaeus Sertor, général romain et héros de l'Empire. Mais Tia est aussi une oracle, peut-être la dernière élue capable de démêler les fils de l'avenir. Elle est donc contrainte de se cacher en Gaule, au fin fond de la forêt d'Aquitania, car à Rome, comme partout ailleurs dans l'Empire, les chrétiens règnent en maîtres et font impitoyablement la chasse aux adorateurs des dieux anciens. Mais lorsque son père est laissé pour mort par des Pictes, Tia n'a plus d'autre solution que de fuir vers le nord pour suivre une étrange vision dans laquelle son père est toujours en vie. Alors je pense qu'il y a 3 tomes, voilà, c'est le premier et ça me donne vraiment très très envie, le fait qu'on parle d'oracle, etc. Et puis on va un petit peu dans l'époque romaine, du coup ça change un peu. Ouais, j'ai hâte de lire ce livre. Et du coup, si ça me tente, le deuxième sera à me procurer. Donc vous voyez, on passe vraiment de... Voilà, c'est très éclectique. Hein. Ensuite, je me suis acquis, pardon. Je me suis acquis il n'y a pas très longtemps ce livre, donc Royal, de Camille Versii, 16 clones, une princesse, aux éditions Hachette Roman. Alors c'est écrit petit, et ça fait à peu près 400 pages. Voilà. Et clairement, je vous lis la 4e de couverture. Margaret est la princesse parfaite, adorée de tous les Anglais, généreuse, intelligente, polyglotte, cavalière émérite, menant de front des études de littérature, de politique et d'histoire. Son secret, Margaret, n'existe pas vraiment. Elles sont 16 sœurs, 16 clones, éduqués à la perfection, créés pour faire rêver un royaume. Mais les temps ont changé, sur 16 clones, il ne devra rester qu'une seule princesse. Ça donne vachement envie, j'avoue, franchement, moi ça me donne vachement envie, donc je l'ai mis. Je me suis dit non, il faut que je lise celui-là, absolument. Donc vous voyez, c'est encore différent de l'époque romaine où on était, parce que là, on vient dans le palais royal d'Angleterre. Alors celui-là, je me suis dit, ne le mets pas, t'as déjà 11 livres, il y en a déjà un de lu, mais bon, ne le mets pas parce que lui c'est quand même un beau bébé, mais ça fait tellement longtemps et j'ai envie de lire des trucs un peu de sorcière, j'aime beaucoup ça.
et j'ai pas pu m'empêcher de mettre Les Messagers des Vents de Clélie Avitt, la saga des 4 éléments. C'est le seul tome que j'ai parce que je me suis dit que si ça ne me plaît pas, je vais pas acheter les 4 autres tomes parce qu'en sachant qu'il y en a 5. Et pourtant, ça a l'air juste topissime, hein, mais c'est un beau bébé, lui, par contre, de 695 pages. Voilà, 695 pages, donc je pense qu'il va me prendre quand même un peu de temps, celui-là. Mais voilà, j'ai entendu que du bien, que du bon, donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Les 4 premiers tomes sont en livre de poche, et le dernier, qui s'appelle Le 5e artefact, lui, est en grand format. Voilà. Alors, une seule mèche de ses cheveux avait dépassé. Rien qu'une seule, mais il n'avait suffi que d'un ray de lumière pour que les hommes y perçoivent le reflet bleuté. Elle rageait de ne pas avoir été plus prudente. Quand les hommes avaient vu, ils s'étaient aussitôt élancés à sa poursuite. Heureusement, ils n'avaient pas vu le collier. Fuir, rester sur le qui-vive, son arc à la main, c'est le quotidien d'Eriana. Dans sa course éperdue, elle va pourtant croiser la route de Cétrian. Le jeune messager des vents doit l'initier à un terrible secret. Sa communauté est menacée par une prophétie, et seule une jeune femme bien particulière pourra la sauver. Mais Eriana hésite à lui faire confiance. Et si les prophètes avaient eu tort? Alors que ses doutes servent le jeu des ennemis, la sentence se rapproche. Eriana aura-t-elle la force de mener une quête dont les enjeux la dépassent? Ça reste un peu flou, mais voilà, je sais qu'on parle d'artefacts, de pouvoirs magiques et tout ça, donc moi ça m'emballe vraiment bien. J'ai hésité vraiment à l'insérer parce que c'est un beau bébé et que c'est l'été et que j'avais pas envie de me mettre des gros pavés, surtout que je sors d'une pile à lire où il y avait que ça, que des gros pavés que j'ai adoré, vraiment ça a été des coups de cœur, ça a été des très bonnes lectures, des 4, 4,5 sur 5, des 5 sur 5 même, bon, sans être des coups de cœur pour autant, mais donc de très bonnes lectures, mais voilà, ça me tentait trop de le mettre, et pareil, si ça me plaît, je me procurerai le tome suivant. Évidemment, après une brique pareille, vous pensez bien que j'ai envie d'un petit poche tout sympa et qu'il est temps que j'avance dans cette série. Ça va faire bientôt du coup 2 ans que c'est sorti. C'est Calendar Girl de Audrey Carlan et c'est le mois d'avril seulement. D'ailleurs, je ne l'ai les livres que jusqu'au mois de juillet et je ne me permets pas d'acheter les autres tant que je n'avance pas dans la lecture de ces livres. C'est très petit à lire, c'est du young adulte, mais très... voilà, ça fait 210 pages à chaque fois. Et ici, on va suivre... bon, oui, c'est une sex story, hein, une sexy story, comme vous pouvez le voir. Ça parle de sexe, oui. Donc, on retrouve, je ne sais même plus le nom de la fille, c'est pour vous dire. Comment elle s'appelle? Mia. On retrouve Mia ici, donc c'est au livre de poche, oui, au cas où. Le premier contact avec Mason Murphy est assez rude. Le joueur phare de l'équipe des Red Sox est un véritable goujat. Mais il ne connaît pas encore le caractère bien trempé de Mia qui va rapidement le faire changer d'attitude. Entourée pendant 1 mois de son équipe favorite de baseball, Mia est aux anges. Pourtant, son bonheur va être entaché d'une mauvaise nouvelle. Là aussi, clairement, ouais, j'ai envie de le lire, quoi. C'est quelque chose qui est très petit. J'ai envie de voir un petit peu où elle en est avec sa dette, etc. Et puis, j'aime bien un petit peu voir quel personnage elle rencontre à chaque fois. Un personnage, c'est celui du mois de février, m'avait vraiment bien plu, qui n'a pas plu justement à beaucoup de monde, qui était un artiste peintre français. Et là, il y avait quelque chose d'un peu plus spirituel dans le livre et c'était intéressant. Voilà, donc après, bon, on a beaucoup de parties de jambes en l'air, mais voilà. Mais au moins, voilà, ça coupe un peu une grosse lecture et ça fait du bien. Ensuite, on continue parce qu'il y en a encore quelques-uns. Évidemment, j'avais envie de continuer la saga La Maison de la Nuit, Trahi, le second tome aux éditions PKJ de PD Cast et de Christine Cast. Oui, voilà, j'ai quand même encore dans mon... J'ai 4 tomes en tout dans ma bibliothèque, il y en a beaucoup plus, hein, je pense qu'il y en a 10, 12.
facilement, mais ça m'avait bien plu. Ça a vraiment été une belle révélation pour moi cette année. Et du coup, j'avais envie de continuer. Donc, je vais vous lire du coup la 4e de couverture. Bon, attention, spoiler, pour ceux qui, comme moi, n'auraient lu finalement que qu'un seul livre. Alors, je voudrais juste vous dire combien de pages ça fait, mais ils mettent pas le nombre des pages ici. Ouais, à peu près 315 pages, donc c'est pas énorme. Après, c'est quand même écrit assez petit. Ça va. Donc, on se retrouve dans la maison de la nuit. Zoé, on retrouve Zoé du coup, qui a trouvé sa place dans la maison de la nuit. Désormais, pour exercer son autorité, elle peut compter sur le soutien sans faille de ses amis et de son petit copain Eric. Mais un jour surviennent des événements tragiques, des adolescents humains sont assassinés. Tout laisse à penser qu'il s'agit de l'œuvre de vampires rebelles, parce qu'effectivement, je me souviens que dans le premier tome, ils ne sucent pas le sang des humains, ils se nourrissent entre eux, voilà, avec les vampires. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Aussi, vous pouvez aller voir mon point lecture sur le premier tome, parce que je trouve que c'était très différent de ce que j'avais pu lire jusqu'à présent, qu'à chaque fois les vampires se nourrissaient des humains, etc. Je trouvais ça saoulant. Et là, non, en fait, ils se nourrissent entre eux, donc c'est pas plus mal. Et donc Zoé a besoin de tous ses pouvoirs pour trouver les coupables, car la mort frappe impitoyable. Surtout aura-t-elle le courage d'affronter la terrible trahison à laquelle elle était loin de s'attendre. Donc voilà, ça me donne très envie de continuer cette saga, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Alors, l'ordre dans lequel je vous le présente, dans lequel je vous présente mes livres, ça se peut que je change. Si j'ai envie de lire Trahi après Shikanoko, ben je lirai Trahi après Shikanoko. Voilà, donc il n'y aura pas vraiment d'ordre. Donc ne soyez pas étonnés dans les points lecture de ne pas voir l'ordre dans lequel je vous les présente. Mais voilà, c'est selon les envies. Hein. J'ai quand même envie de laisser faire un peu les choses, évidemment. Alors ensuite, je me suis mis encore un tome hyper petit, un livre de poche qui n'est autre que Rebelle du désert de Halloween Hamilton, qui est le tome 1. Et là aussi, on est sur du 280 pages à peu près, donc c'est très bien. Et ça, il me tentait vraiment beaucoup. Et je ne sais pas s'il n'y a que 2 tomes ou s'il y en a 3. Le destin du désert repose entre ses mains. Je trouve que c'était sympa d'aller dans du fantastique ou dans de la fantasy qui était un peu relié au désert. Donc voilà. Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Et ça me donne vraiment envie, ce côté un peu mille et une nuits. Du coup, j'ai bien envie de le faire remonter dans la liste, en fait, parce que ben voilà, on parle de sultan, etc. Donc ouais, ça me donne envie de lire vraiment en été, celui-là, vous voyez, désert, etc. Ouais, je pense que je vais le remonter. Je le lirai bien, en fait, après Shikanoko, en vérité. Voilà, je me retrouverai un peu dans le désert. Ouais, j'ai changé un peu. Alors ensuite, évidemment, salut, le 3e tome, Plume de pierre de Kate Tiernan. Là aussi, ce sont des coups de cœur. Les 2 premiers, je les ai adorés. C'est vraiment du young adulte. Hein. C'est aux éditions Masque, MSK. C'est topissime. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans et on sent bien que l'auteur vit à la Nouvelle-Orléans. C'est un livre de 245 pages, écrit en plus très grand, très aéré. Et voilà, j'ai envie de savoir, hein, c'est une quadrologie, je ne sais pas si ce mot se dit, quadrilogie, bref. Et du coup, j'ai le dernier tome qui est là, Collier d'eau. Et donc, j'ai envie de terminer cette saga cette année. Je serais vraiment très heureuse de la terminer cette année. Voilà. Je voudrais bien vous lire la 4e de couverture, mais sachez que c'est un 3e tome et que vous risquez de ne rien comprendre. Alors, séparées à la naissance, les jumelles Clio et Thaïs sont enfin réunies à la Nouvelle-Orléans. En l'espace de quelques semaines, la vie de Thaïs a été bouleversée. Elle a découvert l'existence de sa sœur jumelle, de ses pouvoirs magiques, et fait maintenant partie d'une assemblée de 13 sorciers. Jusque-là, on vous reprend juste le premier tome.
Encore novices dans l'art de la magie, les deux sœurs se trouvent pourtant au cœur d'un rituel ancestral aux conséquences imprévisibles. Tandis que Thaïs tente de prendre ses distances, Clio s'implique de plus en plus dans l'assemblée, quitte à utiliser la magie noire pour se protéger. Là, on est dans le 3e tome ici. Aura-t-elle la force de résister à l'ivresse d'un pouvoir maléfique? Le lien qui les unit est-il suffisamment solide pour résister à un cercle de sorciers aussi puissant? La réponse se trouve dans ce livre. Voilà, donc voilà, ça me tente beaucoup, hein. C'est le 3e tome, donc une suite de sagas. Donc comme vous pouvez le voir, je mets des débuts de saga, mais je mets aussi des 2e, des 3e tomes. Je mets aussi des one-shots, donc voilà. Alors, là, vous allez être un peu étonnés, mais c'est vrai que j'avais envie de mettre autre chose. Et j'ai quelques thrillers, quelques livres à suspense que j'ai envie de lire. Et je me dis que celui-là, ben, il me plaisait bien, et dans ma bibliothèque depuis un certain temps. Je me suis dit, Steph, qu'est-ce que tu attends pour le lire? C'est Play, Manipuler ou être manipulé d'Anders de la Motte aux éditions Pocket. Tu veux jouer? C'est le message qui s'affiche obstinément sur le téléphone portable trouvé par Henrik Peterson, loser vivant en marge de la société suédoise. En cliquant sur oui, Henrik ne se doute pas que la mise ultime de ce jeu pourrait bien être sa propre vie. Des messages menaçants. C'est ce que Rebecca, garde du corps, découvre régulièrement dans son casier. Et leur auteur en sait beaucoup trop sur son passé. Que cherche-t-il? À jouer avec elle? Les mondes de Henrik et de Rebecca vont se rapprocher d'une manière inexorable. Mais si la réalité n'est qu'un jeu, qu'est-ce qui est encore réel? Ça me donnait envie de mettre un petit peu de thriller, un peu de suspense dans mes lectures, même si c'est pas mon genre, hein. On est quand même à 440 pages. Voilà, je sais pas quand je vais l'insérer vraiment, mais voilà, je vais l'insérer. Voilà, après si je me rends compte que j'ai pas envie de le lire, je le lirai pas, hein. C'est pas une pile à lire qui est obligatoire, évidemment. Et le petit dernier, non pas des moindres, c'est Magisterium, c'est le 1er tome. J'en ai entendu que du bien, franchement, j'ai hâte de le lire. C'est L'épreuve de fer de Holly Black et de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Eh bien c'est simple, un nouveau-né abandonné, une inscription gravée dans la glace, tuer cet enfant. 12 ans plus tard, Callum Hunt aimerait être un garçon comme les autres. Il a tenté d'ignorer la magie qu'il portait en lui, mais son don le rattrape. Il doit désormais intégrer le Magisterium, une école fabuleuse et terrifiante, où l'attendent des révélations sur son passé. Et son plus grand défi reste à venir. Il y a pas mal de livres, je pense qu'il y en a bien 6, 7 peut-être. Et voilà, il fait à peu près 345 pages. Et si vous aimez Harry Potter, c'est ce que la plupart des personnes disent, ben, vous allez kiffer Magisterium. Ça n'a rien à voir, mais le fait que ce soit une école de sorcellerie, voilà, ça nous donne envie. Et là aussi, en fait, j'aimerais bien tous les placer, mes livres, en premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est pas possible. J'aime bien aussi changer en fait les styles. Pendant que je lis un style, le style d'après, j'aime qu'il soit différent. Donc voilà. Voilà ma big pile à lire. Pâle de l'été. Elle est énorme. Elle est très ambitieuse. Je suis bien d'accord. Voilà, c'est bien possible que du coup, ben, j'aille jusqu'en automne, hein, avec cette pile à lire là. Mais bon, c'est pas grave, je lis à mon aise, n'est-ce pas? Sur ce, ben, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres que vous avez... Ah, faut que je vous fasse le point lecture. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez envie de lire cet été, vous êtes en train de lire pour le moment, la petite pile à lire que, voilà, ce livre-là vous tente bien, celui-là, celui-là. Partagez, c'est une chaîne de partage, partagez ci-dessous et je serai ravie de lire les titres que vous vous êtes... C'est pas spécialement imposé parce qu'encore une fois, si j'ai pas envie de lire le livre, je le remets dans la bibliothèque. J'ai déjà changé cette pile à lire 2-3 fois, vous savez, donc voilà. Mais partagez, ça me fera vraiment plaisir de savoir quelles sont vos lectures du moment de l'été.
Et on va parler maintenant de l'héritage d'Anna de Jostein Gaarder aux éditions Point. Donc apparemment c'est celui qui a écrit Le Monde de Sophie. Je ne connais absolument pas ce livre. C'était un livre qui était très court et c'est ce qu'il me fallait parce que j'ai terminé Legendary, le second tome de Caraval, qui était juste magnifique. J'ai pas encore fait la review, c'était le dernier livre de mon ancienne pile à lire et j'ai terminé en beauté. Et là je commence avec une nouvelle palle du coup, ben, qui est, comment dire, c'est un livre très intéressant. Très intéressant, il fait 180 pages, c'est écrit voilà, hein, façon poche, mais c'est très aéré néanmoins. Il y a certains chapitres qui sont très petits, je dois dire que les chapitres ne sont pas très longs, donc ça ne nous étouffe pas en information, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un livre informatif aussi. Je vais vous lire la 4e de couverture. D'abord, pourquoi je l'ai choisi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'arrêtais pas de voir, en fait, le titre était juste devant mes yeux quasiment, quand je tourne mes vidéos, et c'était l'héritage d'Anna. Et du coup, je sais que ça parlait de climat, je sais que ça parlait aussi de deux personnages à deux époques différentes. Et en un si petit livre, ben, je me suis dit, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître l'histoire, donc ce sera le premier de ma pile à lire, de ma prochaine pile à lire. Et voilà donc la raison pourquoi j'ai décidé de lire ce livre. Alors, j'ai lu, je pense, est-ce que je vous l'ai dit? Oui, j'ai déjà lu, mais je vais le relire pour vous faire un point lecture correct. Euh, Anna, jeune norvégienne d'aujourd'hui, est préoccupée par la préservation de la nature. À travers d'étranges rêves très réalistes, elle peut communiquer avec son arrière-petite-fille. Cette dernière, vivant presque un siècle plus tard, l'alerte sur l'état dramatique de la planète. Anna veut alors trouver le moyen d'influencer le présent pour garantir à ses descendants un avenir meilleur et plus vert. Donc ça, c'est la 4e de couverture. Donc maintenant, on va passer dans le résumé. Donc le résumé, effectivement, se retrouve avec Anna qui va avoir 16 ans. Et Anna, elle est très imaginative et elle pense même avoir certains problèmes. Et donc, elle va voir le psychiatre parce qu'elle lui raconte un peu qu'elle s'inquiète, elle a peur pour l'avenir, pour l'avenir de la planète. Et ça la tracasse vraiment beaucoup. Et le psychiatre dit, tu n'as rien d'anormal à ça. Justement, c'est très bien. Moi aussi, j'ai de l'inquiétude par rapport à ça. Et elle se fait même un peu amie-amie avec le psychiatre qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Hein. Mais voilà, c'est juste amie. Et elle est en couple avec un jeune garçon. Et il est très ouvert d'esprit. Il faut savoir que les Norvégiens sont très ouverts d'esprit, à savoir que le mot âme est assez répété dans ce livre. Et ça, moi, ça m'a fait vraiment plaisir, hein, parce que je travaille dans le domaine du développement personnel et spirituel. Donc, évidemment, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il voit au-delà des choses. En tout cas, cet auteur-là. Et du coup, Anna essaye de trouver, effectivement, Anna se retrouve à faire des rêves qui sont très très réalistes, dans lesquels elle voit Nova, qui pour elle, au départ, elle croit que c'est elle qu'elle voit dans le futur. Puis elle se rend compte que c'est son arrière-petite-fille en 2082, et qu'en 2082, il y a quasiment plus d'espèces que nous on connaît encore à l'heure actuelle. Le tigre, on ne sait plus l'observer à l'état sauvage, même peut-être encore maintenant, déjà maintenant. L'ours polaire, voilà, plein d'espèces animales, mais végétales aussi, qui ont complètement disparu. Et en fait, Nova, elle a juste en 2082 l'occasion de voir toutes ces espèces animales et végétales. Elle a juste le droit de les voir à travers des archives que l'on montre, voilà, des archives sur un ordinateur. Et il n'y a que là qu'elle peut voir des documentaires sur la vie animale, comment vivaient les animaux quand ils n'étaient pas en état de captivité, qu'ils vivaient encore librement. Donc déjà, nous, maintenant, il y a beaucoup d'animaux qui sont en captivité, n'est-ce pas? Donc voilà. Et Anna, en fait, à force de faire ses rêves et d'être très inquiète, elle veut mettre en place quelque chose pour, les années à venir. Et c'est vrai que elle n'a pas tort, et donc elle pense à un système qui est très bien.
enfin c'est Jonas qui pense à ce système. Elle a bien compris, et l'auteur a bien compris surtout dans ce livre, que l'être humain ne fera pas particulièrement d'efforts tant qu'il n'est pas impliqué vraiment dedans. Alors comment vous dire il explique d'une façon tellement claire, je ne sais pas si je vais réussir à, à, à vous l'expliquer. Clairement, en fait, Jonas, il est en train d'expliquer que l'être humain, il aime posséder des choses, il aime posséder, avoir des choses, il n'est pas dans l'être. Et donc, l'homme aime avoir des choses et que donc, ce serait bien qu'ils installent des automates verts et que, ben, selon l'argent qu'ils mettent à l'intérieur de ces automates, ils auront droit de voir un reportage sur l'animal en question, d'en savoir plus sur l'animal en question, etc. Et du coup, ces automates verts ramasseraient l'argent pour pouvoir réinstaller des biotopes, des écosystèmes, de la végétation, et puis ensuite de réintroduire les animaux et de refaire de nouvelles, pas de nouvelles espèces, mais de garder les espèces qui sont presque éteintes, les faire revivre en fait, grâce à cet argent récolté dans ces automates verts. C'est pas évident à expliquer comme livre, parce que déjà, je trouve qu'il n'est pas... Alors, il est facile à lire, mais on parle... Ça y est tellement informatif que des fois, on se retrouve dans un roman, et des fois, j'ai l'impression de me retrouver dans un reportage. Et c'est ça, c'est pas évident. C'est voilà. Donc je vais pas pouvoir aller plus loin dans le résumé. Sachez que voilà, la jeune fille, elle est en communication quelque part avec son arrière-petite-fille et qu'elle n'est pas d'accord de laisser la planète se dégrader et qu'on doit faire quelque chose ici et maintenant. Voilà. Alors ce livre, il date de elle parle de 2012 quand elle a son anniversaire, quand elle a ses 16 ans. Mais il a été édité mon avis, dans ces eaux-là. Hein. Il a été édité, non, pour la traduction française en 2015, mais voilà. Donc, voilà. Pour le... Mais mon avis, ma critique, je lui mets la note de 2,5 sur 5. Alors, il est très bien, ce livre. Il pourrait convenir à plein de personnes. J'ai bien aimé. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est juste que on nous met face à la réalité. Et ça fait mal. Et je me mets un 2,5. C'est même pas tant pour le livre, c'est pour moi. C'est pour moi parce que moi aussi je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus que ce que je ne fais déjà à mon échelle pour que la planète, pour que ce que l'on laisse à nos descendants soit bien, qu'ils peuvent encore eux profiter aussi d'un cerisier dans leur jardin, qu'ils puissent profiter du chant des oiseaux. Quand je me lève, moi j'entends le chant des oiseaux. J'ai de la chance et je voudrais aussi que mes descendants, quand on sera en 2100, ils puissent encore entendre le chant des oiseaux. Mais qui sait? On ne sait pas. L'homme, on est dans une société de surconsommation. Et on nous parle de ça dans ce livre, on nous parle du climat, on nous parle de réchauffement de la planète et des gaz à effet de serre. Et il est très intéressant ce livre et je vous le conseille à 1000%, il est très fin en fait. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu déplu, qui fait aussi que je mets 2,5 sur 5, c'est que j'ai eu des informations en lisant un roman, mais c'est un roman qui n'est pas très approfondi. Oui, il est approfondi au niveau des informations qu'on nous envoie, mais non au niveau du roman. Il n'est pas assez approfondi. On ne comprend pas Nova, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Bon, après, c'est que des rêves. Je ne sais pas vous dire. J'ai été en fait un peu mitigée, même si je l'ai bien aimé. Je ne peux pas comment vous dire. Je ne vais pas le garder. J'ai envie que ce soit un livre qui soit partagé. Mais malheureusement, il est tout corné de partout parce qu'il y a tellement de choses qui sont géniales dans ce qu'il a écrit, cet auteur, que je vais vous lire, pas tout, mais je vais vous lire quelque chose qui m'a vraiment touché moi. Quelle est l'étendue de notre horizon éthique? En fin de compte, c'est là une question d'identité. Qu'est-ce qu'un être humain? Et qui suis-je? Si je n'étais que moi-même, le corps qui est assis ici en train d'écrire, je serais une créature sans espoir. À la longue, j'entends.
mais j'ai une identité plus profonde que mon propre corps et mon propre chef et mon propre bref instant sur terre. Je fais partie d'eux et je prends part à quelque chose de plus grand et de plus puissant que moi-même. Si j'avais eu le choix entre mourir à cet instant avec la garantie que l'humanité perdurerait pendant des millénaires, ou vivre en bonne santé jusqu'à ce que j'aie moi-même 100 ans, sachant que l'humanité entière s'éteindrait en même temps, je n'aurais pas hésité. J'aurais choisi de mourir ici et maintenant, et pas comme une victime sacrificielle, mais parce qu'une partie de ce que j'envisage comme moi est incarnée par l'humanité entière. Et j'ai peur de perdre cette partie de moi-même. La seule idée que cela puisse se produire me terrifie. J'ai plus peur que l'humanité soit perdue dans 100 ou 1000 ans que mon propre corps disparaisse dans une seconde. De toute façon, c'est qui sait ce qu'il fera un jour ou l'autre. Il m'arrive en outre de penser au nom de toute la planète sur laquelle je vis. Elle est moi, elle aussi. Je me préoccupe du destin de cette planète parce que j'ai peur de perdre le noyau profond de ma propre identité. C'est tellement ça, en fait, on est tellement relié à Gaïa, à notre terre-mère. Voilà, en fait, je lui mets un 2,5, mais je voudrais en même temps lui mettre un 5 sur 5. C'est une lecture qui est très contradictoire dans ma tête, parce que c'est tellement vrai ce qu'il écrit. Moi, je vous le conseille, cette lecture, je vous la conseille. C'est juste que c'est pas dans mes habitudes de lire ce genre de choses, et du coup, voilà, ça reste un peu ambigu. Mais sachez que c'est une bonne lecture. Même si j'ai mis un 2,5 sur 5, comme je vous dis, j'aurais pu lui mettre un 5 sur 5 aussi. Voilà. Mais j'espère, écoutez, que cette nouvelle pile à lire de l'été qui est très ambitieuse va vous plaire, va vous donner des idées. J'espère que ce point lecture vous a plu aussi, même s'il était très pas bien expliqué. Voilà, qu'il était vraiment très brouillon. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.